Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 14 janvier 2021 donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelques actions, des actions qui sont prometteuses pour cette année 2021. Donc ce sera une petite parenthèse avant le début de notre revue de marché traditionnelle. Mais avant cela, nous allons débuter par l'actualité économique et financière. On commence par la clôture de la veille avec des indices américains qui ont terminé la séance de manière mitigée. Un S&P 500 qui gagne 0,23%, le Nasdaq progresse de 0,43%, le Dow Jones grappille quelques 0,03% et le Russell 2000 0,75%. Alors un sentiment mitigé a pu également être observé pendant la session en Asie-Pacifique, avec le Nikkei qui gagne 0,85%, le S&P ASX 200 0,43% et le Kospi coréen est resté quasiment à l'équilibre. Les indices chinois ont quant à eux baissé. Alors à noter que la Chambre des représentants aux États-Unis a voté la mise en accusation de Donald Trump pour la seconde fois. Alors Donald Trump entre dans l'histoire, c'est le premier président américain à avoir été mis en accusation à deux reprises. Mais il faut savoir que le procès ne devrait avoir lieu qu'après sa présidence, donc après le 19 janvier. Cependant, cela pourrait l'empêcher de se représenter en 2024. Et un autre point majeur pour aujourd'hui, selon un rapport de CNN, le plan économique qui devrait être dévoilé, dont nous connaîtrons les détails aujourd'hui, pourrait être à hauteur de 2000 milliards de dollars. Donc c'est aujourd'hui où nous prendrons connaissance des détails de ce plan économique de Joe Biden, un plan qui a priori devrait être à 2000 milliards et non 3000 milliards de dollars. Mais ça va fortement booster le sentiment de marché. Ça pourrait être le catalyseur aussi, un catalyseur qui manquait ces derniers temps, notamment à Wall Street. On a eu droit à des petites hausses. On commence dans le vert d'ailleurs en Europe. Et je pense que l'on vient de prendre connaissance du PIB allemand au vu de cette bougie sur le DAX. On va en parler un peu plus tard. Alors, concernant la pandémie, on a eu un chiffre record de décès quotidiens à travers le monde à hauteur de 16 300. La Chine a signalé sa plus forte augmentation de nouveaux cas de Covid-19 en 10 mois, donc un retour du coronavirus en Chine. Nous avons pris connaissance de certaines données, notamment les commandes de machines au Japon, en augmentation de 1,5% en glissement mensuel pour le mois de novembre. On s'attendait à un repli de 6,2%. Les exportations chinoises ont augmenté de 18,1% en décembre, et donc de 15% en glissement annuel, et les importations de 6,5%, soit 5% en glissement annuel. Donc voilà pour l'actualité économique et financière. En passant plus tarder sur le calendrier économique avec le PIB allemand, toujours pas publié, c'est dans une minute. Il est au moment de l'enregistrement 9h59. C'est un des chiffres de la journée. Nous avons également le procès verbal de la BCE et les demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Donc voilà les principales données. À noter également un discours de Jérôme Powell pendant une visioconférence cet après-midi. Voilà, donc ce sera à 18h30 organisé par l'université de Princeton. Donc voilà pour le calendrier économique. Nous allons à présent nous intéresser aux actions, plus particulièrement des actions à fort potentiel pour l'année 2021. Alors je change d'onglet. Alors bon, tout d'abord, je souhaiterais faire un petit point sur la méthodologie qui a été utilisée pour sélectionner ces actions. Au début, donc, j'allais élargir avec des actions également du secteur des véhicules électroniques. Bon, alors, je me suis contenté donc d'actions purement américaines. Et donc, ce qui est ressorti, c'est que ce qui permet aux actions, les actions, les gagnants, la plupart du temps, ont un niveau d'endettement. Alors, bon, pour être simple, la différence se fait principalement sur le niveau d'endettement et le rendement des dividendes de ces entreprises. Alors, ce que l'on a fait, on a pris le ratio médian d'endettement des gagnants. On a remarqué qu'il était toujours inférieur à la moyenne de l'indice S&P 500. Donc, on se base sur 500 entreprises du S&P 500 pour chaque période analysée. Nous avons également le rendement médian
des dividendes qui est inférieur à la moyenne du S&P 500 pour chaque année, sauf en 2008. Il faut savoir que cette étude a été basée sur la période de 2005 à 2019, donc il y a eu des anomalies, ce qui est normal, en 2008. Donc on a analysé les 10 meilleures actions pour chaque année. Et comme il s'agit d'un petit échantillon, on a préféré utiliser la médiane, car des fois il y avait des données qui pouvaient affecter les résultats avec des valeurs qui sont souvent aberrantes. Donc d'où l'utilisation de la médiane pour ne pas affecter le résultat. Ce n'est pas le cas par exemple pour lorsque l'on prend l'ensemble des entreprises du S&P 500, l'échantillon est considérable, il y a 500 titres. Donc dans cet indice, dans le S&P 500, on peut utiliser la moyenne, ça donne une bonne représentation, mais lorsque l'on prend un échantillon de 10 entreprises, on est obligé d'utiliser la médiane pour ne pas avoir des chiffres qui sont faussés par des données qui peuvent être aberrantes. Donc, on a choisi le ratio médian d'endettement et on a choisi le rendement médian des dividendes, tous deux qui sont inférieurs à la moyenne du S&P 500. Alors, j'espère que j'ai été plutôt clair concernant la méthodologie. Un autre fait marquant par rapport à ces 10 gagnants pour chaque période, c'est que l'on a pu constater des taux de croissance supérieurs à la moyenne par rapport aux principaux indicateurs économiques. Il faut noter également que la croissance des ventes sur un an ainsi que le taux de croissance annuel composé des ventes sur 3 ans était supérieur à la moyenne de l'indice S&P 500 et cette même tendance a pu être observée également concernant la croissance de l'EBITDA sur un an et le taux de croissance de l'EBITDA sur 3 ans. Donc plusieurs points communs pour ces gagnants. Et nous allons essayer de les présenter très rapidement un à un. D'un point de vue technique, quelle serait la méthodologie pour entrer en position sur ces entreprises? Il vaut mieux privilégier quelque chose de simple. Par exemple, lorsqu'on est dans un canal haussier, privilégier le test d'une borne inférieure. On peut également privilégier un test d'une moyenne mobile à 200 périodes. Ici, on a des moyennes mobiles à 200 périodes et des moyennes mobiles à 50 périodes. On peut également attendre que l'action atteigne un objectif théorique d'une figure de retournement à connotation baissière. Par exemple, une ETE, lorsque les cours atteignent l'objectif théorique, c'est un bon point d'entrée, un bon point de départ pour profiter d'une hausse qui devrait durer tout au long de l'année. Donc voilà pour la méthodologie de sélection de ces 10 actions. Voilà pour une méthodologie simple d'entrée en position. On commence par la première entreprise, Pulte Group. Alors ça, c'est l'une des plus grandes entreprises aux États-Unis de construction de logements. Cette entreprise est présente dans la moitié des États et dans plus de 40 grandes villes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été favorisée par la baisse des taux, car ça a permis d'un premier côté d'alléger le fardeau des emprunteurs actuels, mais ça a permis également de soutenir l'octroi de nouveaux prêts. Et donc, à noter que la demande de biens immobiliers a explosé. Les ventes de maisons neuves ont atteint un plus haut niveau, un plus haut de 14 ans. Donc, cela devrait se poursuivre. On n'attend pas de changement de politique monétaire pour le moment. Cette société devrait continuer de prospérer. Donc, éventuellement, une entrée en position ici se ferait parfaitement sur un test de moyenne mobile de 100 si on échoue actuellement dans le franchissement de la moyenne mobile 50. C'est un exemple parmi tant d'autres. Bien entendu, il y a plein d'autres outils techniques qui permettent de déceler un éventuel point bas. Donc voilà pour la première entreprise. La seconde est connue de tous, pas besoin de la présenter, c'est Facebook. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook s'en est très bien tiré l'année dernière avec un revenu moyen par utilisateur en hausse de 9% par rapport à l'année précédente, au troisième trimestre de 2020. Il y a eu quelques craintes par rapport à Facebook, avec notamment les nouvelles procédures judiciaires qui ont fait surface de temps à autre. Il faut savoir que ça n'a eu un impact que sur le court terme concernant sur le cours de l'action Facebook. Donc ici, par exemple, pour avoir un bon point d'entrée, on a une sorte d'ETE. D'ailleurs, c'est une ETE que l'on avait vu. On avait vu ce genre d'ETE complexe sur Kerings récemment. Il y a 3 mois environ. Et donc ici, peu probable c'est très peu probable que l'on aille jusqu'à l'objectif théorique. Et donc un éventuel test ici de la moyenne mobile à 200 périodes pourrait être un très bon point d'entrée pour Facebook. Donc voilà pour cette seconde entreprise. On passe à présent à
un autre mastodonte qui est connu de tous, et c'est Microsoft. Alors ici, Microsoft, comme tout le monde sait, c'est la deuxième entreprise la plus importante de Wall Street. C'est un des membres du club très restreint des 1000 milliards de dollars. Il faut savoir ici, il y a un segment qui joue un rôle considérable, qui a joué un rôle considérable et qui jouera un rôle considérable dans l'avenir de l'entreprise. C'est le cloud. Le cloud, ce sera donc déterminant, et nous avons cette nouvelle tendance de télétravail, une tendance qui devrait se poursuivre même après la pandémie, qui a fortement soutenu ce segment, le segment cloud de l'entreprise. Et il faut savoir que Microsoft s'attaque actuellement aux parts de marché d'Amazon. Donc Microsoft serait également un très bon investissement, et ça pourrait être un des gagnants de l'année 2021. Ici, on pourrait attendre un éventuel test de la borne inférieure de cette oblique haussière. Voilà pour la troisième entreprise. On passe à la quatrième, également connue de tous, d'ailleurs actuellement sur des sommets. C'est PayPal. PayPal qui a clairement bénéficié de la pandémie et qui devrait continuer de bénéficier de cette situation. On a assisté à une explosion du commerce électronique, et concrètement, la pandémie de coronavirus a permis à ce secteur de faire un bond de pratiquement plus de 5 ans. Il faut savoir que la société innove également, et ça c'est une des clés pour les entreprises, c'est l'innovation, et l'innovation se fait par le fait de permettre aux clients d'effectuer des paiements via des crypto-monnaies. Donc une hausse pour PayPal qui devrait se poursuivre. Alors est-ce qu'on va avoir un retour vers cette oblique haussière? Peu probable pour le moment. Ce sera peut-être un peu plus compliqué de capter un point bas concernant PayPal. On passe à des entreprises un peu moins connues, quoique celle-ci l'est quelque peu. Monster Beverage, c'est une société de boissons énergétiques, bien connue normalement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la pandémie n'a pas du tout impacté ses revenus, bizarrement. Et donc, elle a réussi à maintenir de bons résultats, de très bonnes ventes. Il faut noter que la levée des restrictions devrait booster davantage ses ventes. Monster Beverage qui est actuellement dans l'enceinte d'un canal haussier, et donc un test de la borne inférieure pourrait être un très bon point d'entrée. Voilà pour Monster Beverage. On passe à présent, on revient à l'immobilier avec CBRE Group. CBRE Group, c'est un groupe qui fournit une variété de services liés à l'immobilier, y compris la gestion ainsi que le conseil en investissement. Alors la société a su résister à la pandémie grâce au segment des investissements immobiliers et des solutions globales pour le lieu de travail, ce qu'on appelle le Global Workplace Solution. Et donc la levée des restrictions lui sera également favorable, mais également les taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas qui seront susceptibles d'encourager les investissements immobiliers. Donc voilà pour une autre entreprise qui pourrait briller en 2021. On passe à la suivante, et ici, donc, nous l'avons dit, on a déjà eu un bon point d'entrée d'un point de vue technique au niveau de la SMA 50, mais peut-être que c'est simplement un pullback en direction de la ligne de coût ici. On est encore bien loin de l'objectif théorique. On pourrait aller combler le gap ici, à ce niveau-là, si on venait à réaliser l'objectif théorique. Non, pas combler le gap tout de même, mais on pourrait se replier en direction de la barre des 55 si après ce pullback, on assiste à un franchissement de la moyenne mobile à 50 périodes. Et ça, ce sera un excellent point d'entrée pour CBRE Group. Voilà pour cette entreprise. On passe à présent à des secteurs qui sont en vogue et plusieurs entreprises de ce même secteur. Alors, on commence par Anthem, qui est l'une des plus grandes entreprises d'assurance maladie des États-Unis, qui compte plus de 100 millions d'adhérents par le biais de sociétés affiliées. Alors, on a eu un gros coup de pouce pour l'action, notamment suite aux élections américaines, parce que la victoire de Joe Biden a fortement réduit les chances de supprimer les mesures d'assurance adoptées sous l'administration Obama. Donc ici, on pourrait avoir un beau point d'entrée si on venait à finaliser cette éventuelle figure en ETE, et donc un cours qui va vers l'objectif théorique. Ça pourrait être un très bon point d'entrée, et ça pourrait même nous placer en dessous de la SMA 200. Donc à voir, il faudrait que cette figure soit finalisée, il faudrait que l'on franchisse la ligne de coût pour espérer éventuellement un bon point d'entrée sur Anthem.
Alors on continue dans environ le même secteur avec ici Cigna, qui est l'une des plus grandes compagnies d'assurance maladie aux États-Unis, qui compte plus de 100 millions d'adhérents. Alors au niveau des adhérents, je ne suis pas. Alors j'ai pas le chiffre exact concernant les adhérents. Et il faut savoir que ces adhérents sont présents dans plus de 30 pays. Il y a une très forte présence, notamment aux États-Unis. Ce qui lui a permis cela de gagner énormément de parts de marché, c'est notamment une fusion en 2018 avec Express Scripts. C'est une société de gestion des prestations pharmaceutiques. Donc on comprend assez facilement pourquoi ce genre de valeur pourrait être une valeur d'avenir. Et Signa qui a des perspectives très prometteuses. Ici, encore une fois, difficile de déceler un point d'entrée, peut-être un test de la moyenne mobile à 50 périodes. Alors, on continue dans les soins de santé avec ici Centaine. Donc, Centaine, spécialisé dans la fourniture de programmes de soins de santé. Et également, c'est une acquisition notamment de Wellcare Health Plans, une autre société qui fournit des services de soins et de santé qui lui a permis donc de prospérer. Et la société a récemment conclu un accord définitif pour l'achat de Pantherix, une chaîne américaine de pharmacie spécialisée qui est en pleine expansion. Alors ici, encore une fois, on pourrait aller tester la médiane de la figure chartiste pour entrer en position, ce qui correspondrait à un test de la SMA 100, de la SMA 200, voire de la SMA 50. Voilà pour Centaine. On va terminer toujours sur le même secteur. On a Humana. Humana qui est un fournisseur de plans de soins et de santé gérés, qui compte plus de 20 millions de souscripteurs aux États-Unis. Cette fois-ci, j'ai environ le chiffre exact. Et c'est un titre d'ailleurs qui s'est très rapidement remis ici du sell-off que l'on a connu en début d'année, lors du mois de mars, et qui a atteint de nouveaux sommets. Notamment suite à l'élection de Joe Biden. Car encore une fois, Joe Biden qui est considéré comme favorable au secteur de la santé aux États-Unis. Donc voilà pour les 10 entreprises qui pourraient être prometteuses en 2021. On va essayer de les suivre de temps à autre en Good Morning Market, ou bien, j'en discutais d'ailleurs, ne serait-ce qu'hier, il serait intéressant, pourquoi pas, de faire une émission spécialisée sur les actions chaque semaine, faire un zoom sur une valeur, et ce qui permettrait également un suivi de celle-ci. Donc voilà concernant ces entreprises. Il y aura un e-book qui devrait être prêt dans une semaine ou deux avec beaucoup plus de détails concernant cette étude, concernant toutes ces entreprises. Et donc de notre côté, comme je viens de vous le dire, on va essayer d'effectuer un suivi plus ou moins régulier. Ça pourrait se faire par le biais d'une vidéo hebdomadaire qui serait donc consacrée principalement aux actions. En parlant actions, nous allons débuter le Good Morning Market classique. On va commencer par les indices, des indices qui sont orientés à la hausse aujourd'hui enfin. Et donc un catalyseur qui pourrait être les détails de ce fameux plan de Joe Biden. D'ailleurs, vu qu'on parle d'action, ce plan de Joe Biden pourrait favoriser l'action Caterpillar à surveiller de près. S'il y avait deux valeurs à choisir d'ailleurs qui bénéficieront du plan d'infrastructure principalement qui sera dévoilé par Joe Biden, ce serait Caterpillar et le cuivre. Donc le DAX orienté à la hausse, 13 980 points, peut-être enfin un retour en direction du retracement de Fibonacci à 127,2%, les 14 056 points. Qu'en est-il en données H4? Le nuage nous a permis de ne pas nous inquiéter d'un éventuel repli plus profond, et on se hisse actuellement au-dessus de la Kijun. On pourrait partir en direction de nouveaux records pour le DAX allemand, des nouveaux records peut-être pour cette fin de semaine. Le CAC 40 également parvient ici, d'un point de vue Ishimoku, à sortir de son nuage par le haut. Prudence, on est juste au-dessus d'un twist, d'une faiblesse de nuage, mais aujourd'hui pourrait être une séance clairement positive pour les indices, que ce soit américains ou européens, et ce en dépit de la pandémie, et ce malgré le fait qu'en France on va prendre connaissance de nouvelles mesures restrictives. Je pense que vous le savez tous, on va très certainement nous annoncer un couvre-feu à 18 h étendu à tout le territoire. En tout cas, peu probable qu'on nous annonce un nouveau confinement national. Ce sera Jean Castex qui se chargera de nous annoncer la nouvelle.
Alors le Nasdaq, on avait des perspectives baissières hier, hein. Nous avions ici des perspectives baissières qui, je vous le rappelle, étaient conditionnées au franchissement de la Kijun. Ce franchissement de la Kijun a été directement invalidé. On a réussi à se hisser au-dessus du nuage. On a tout de même cette oblique haussière qui vient limiter les hausses. Et donc, on s'éloigne, hein, de ce retour aux 12 600 points. C'était clairement conditionné au franchissement de la Kijun, cette ligne bleue. Et on le voit ici, hein, ça a complètement été invalidé dans la foulée, ce qui nous a permis cette remontada et ce retour vers l'oblique haussière. Et donc, il faudra s'en affranchir pour aller chercher à nouveau les 13 100 points. Normalement, à partir du moment où on s'affranchit de cette oblique haussière, s'il n'y a pas invalidation dans la foulée, comme ici, ça devrait partir directement aux 13 100 points. Le Dow Jones est clairement prêt à de nouveaux records, hein. Il est prêt à démarrer au-dessus des 31 000, 31 052 très exactement. Et donc, on se prépare ici à partir à la hausse, probablement à l'ouverture de Wall Street. En tout cas, alors, lorsque l'on aura plus de détails concernant le plan de relance qui, selon CNN, sera à hauteur de 2 000 milliards de dollars. Même topo pour le S&P 500. Il est mûr à présent pour repartir à la hausse et s'affranchir des 3 820 points et partir vers de nouveaux sommets. Il tient bien cette oblique haussière d'ailleurs. Donc un Dow Jones un S&P 500 pardon, qui semble également orienté à la hausse, mais celui qui pourrait bénéficier le plus des détails de ce plan de relance, c'est le Russell 2000, les small caps ici, on pourra aller chercher les 2159, 2160 points. Ça correspond plus ou moins à cet objectif en H4 avec les projections de Soda, mais en tout cas, je pense que le Russell 2000 devrait encore une fois surperformer les indices américains. À noter le Bitcoin qui repart tranquillement à la hausse au-dessus des 38 000 dollars actuellement. Donc effectivement, le retour aux alentours des 30 000 était un excellent point d'entrée. Allons-nous marquer de nouveaux records historiques? Ça pourrait se faire très certainement début de semaine prochaine, ça sera le cas. Pour le moment, ça tient bon et il semblerait que ça devrait continuer pour le Bitcoin. On passe à présent sur les matières premières avant de passer sur le marché d'échange avec un gold qui patine toujours en données journalières aux alentours des 1850, 1842 dollars l'once, très exactement. On attend un signal avant d'entrer en position, soit un franchissement ici de la moyenne mobile 50 et donc de la SSB, soit une sortie du nuage par le bas qui permettrait de visiter les récents creux. Nous avons d'abord la barre des 1800 dollars l'once à aller chercher en cas de sortie du nuage par le bas. Et si on s'affranchit des 1864, on pourrait aller chercher les 1889 ici, dernier rempart avant le seuil psychologique des 1900 dollars l'once. Le pétrole WTI a confirmé ses signaux de faiblesse, il marque une pause. On le voit ici en données intraday, on est allé chercher cette oblique haussière, hein, c'est un peu différent pour le Brent. Ici, on est allé, c'est en données H1, on allait s'affranchir du nuage, marquer un creux à 55, 50. Attention, car j'ai l'impression qu'on pourrait assister à un repli du marché pétrolier, un repli de très court terme avant de repartir à la hausse, hein. Ici, on pourrait aller chercher les 51, 50, hein, par exemple, pour le pétrole WTI. Donc, la prudence est de mise. Et ce serait une très bonne nouvelle car ça permettrait d'entrer en position pour profiter de prochaines hausses. Le sucre repart à la hausse et on attendra ici le franchissement des récents sommets aux alentours des 16,30, hein, pour espérer un nouveau souffle, une nouvelle accélération haussière pour le sucre. Le gaz naturel est toujours en train de patiner ici aux alentours de son nuage. Il a profité de ce trou d'air, hein, pour aller tenter d'aller chercher un twist en vain. Il s'est replié très rapidement en pullback sur la borne supérieure du canal baissier. Bon, alors on en a parlé dans le détail hier, on ne va pas détailler, mais on peut s'attendre à de nouvelles baisses, hein, pour le gaz naturel, même si ça tarde. Les fondamentaux indiquent une éventuelle baisse des cours du gaz naturel. Alors le café, lui, nouvelle surprise, il a flambé à la hausse. Voici les données mensuelles, ça nous replace dans le nuage. En données journalières, on voit cette belle bougie verte hier qui nous replace au-dessus des 120, 125 cents la livre. Et ici, en données H4, on réintègre la figure, hein, donc
Voilà, donc un signal qui est annulé. Visiblement, la Greenspan a refusé de sortir par le bas, de franchir la borne inférieure, mais attention, là, elle est en train de s'attaquer à une barrière de bougie. Donc on peut s'attendre à un repli, mais c'est très difficile ici pour le café, car nous avons d'un côté la Greenspan qui fait face à des obstacles. On le voit ici, elle rebondit sur le bas d'une bougie verte. Et donc ce qui pourrait annoncer une baisse, mais on a de ce côté-là un nuage relativement épais qui pourrait freiner les cours. Donc voilà pour le café qui a certainement été soutenu par ce repli de l'USD-BRL, le réal brésilien, qui retrouve des couleurs. Et donc nous avons le copper, rien à signaler. Le platine, par contre, on a eu une belle hausse. On a eu une belle hausse et on est en train de repasser au-dessus des 1100 dollars la tonne. Et donc on pourrait reprendre une belle tendance haussière en direction de la résistance des 1200 dollars la tonne. Un petit peu avant tout de même, hein, c'est environ les 1195 il me semble. Et donc on pourrait se hisser petit à petit en direction de cette zone de résistance, et le franchissement de cette dernière validerait complètement les perspectives haussières de long terme pour le platine. On passe à présent sur le marché des changes avec un billet vert qui après avoir rebondi ici dans le haut de son nuage, est en évolution plus ou moins latérale. L'euro-dollar est revenu vers son objectif théorique. Donc l'euro-dollar qui oscille, hein, qui alterne entre hausse et baisse actuellement aux alentours des 1,2150. Le GBP-USD qui ne parvient pas à s'affranchir des 1,3683 ici, se retire quelque peu sous la Tenkan. On attend le franchissement de ce niveau pour espérer de nouveaux sommets pour le GBP-USD. Et ici, on peut même déceler une projection d'Osoda. Ce serait une projection V, car le repli qui va des 1,37 à notre nuage est largement inférieur à la moitié de la hausse. Donc c'est un point V que l'on irait chercher et ce serait les 1,3788. NZD-USD. Attention ici à la probable formation d'une figure en ETE. Si l'on a un franchissement de la ligne de coup, on pourra aller chercher les 0,69 800. Ce n'est pas gagné, il faudrait s'affranchir de la ligne de coup, mais en tout cas, on a une belle figure en ETE. On a une qui pourrait donc pousser les cours à la baisse et finaliser cette figure. Je vous rappelle que le signal n'interviendra que lorsque l'on aura un franchissement de la ligne de coup que l'on retrouve ici en pointillé en bleu. Beau signal de la UD NZD qui s'affranchit enfin de cette zone de résistance et donc direction la prochaine ici aux alentours des 1,08850. Et donc si on s'affranchit même de cette résistance, on pourra aller chercher les sommets du mois d'août 2020. Donc beau signal pour la UD NZD qui devrait monter proprement, tout doucement, comme il a l'habitude de le faire. USD-CHF, on était sur le point d'avoir un signal de vente ici avec une sortie du nuage par le bas, mais on a eu une Greenspan qui refuse et qui part réintégrer le nuage. Donc on va très certainement aller tester la Tenkan avant de retenter une baisse. On est à l'équilibre pour le moment sur l'USD-CHF. GBP-CHF à l'équilibre aujourd'hui. USD-TRI, on a tenté une hausse, on est en léger repli pour le moment, rien à signaler. USD-Yen, on est reparti à l'attaque de la borne supérieure du canal baissier, et donc pas grand chose pour le reste, que ce soit l'euro-yen, pas de signal pour le moment. GBP-Yen, on a effectué le pullback sur l'oblique haussière. On pourrait à présent redémarrer pour le GBP-Yen en direction ici des 142,700. Donc voilà, ce Good Morning Market touche à sa fin. Nous avons parlé à Action aujourd'hui pour la première fois, et on voit d'ailleurs le pétrole ici. Attention, il y a un signal en cours. La faiblesse du pétrole pourrait se confirmer en cours de séance. Donc attention sur les pétroles, que ce soit le Brent ou le WTI. Donc concernant les actions, j'espère que j'ai été clair. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Mais en tout cas,
Il y aura beaucoup plus de détails dans l'e-book. Ce sera plus simple d'avoir tout cela à l'écrit. Les entreprises vous ont été présentées, la configuration technique très rapidement avec des stratégies d'entrée relativement simples. Il ne faut pas chercher à faire compliqué. Il y aura même plus simple que ce que je vous ai proposé. Mais en tout cas, si cela vous intéresse, on pourrait faire un point sur les actions une fois par semaine, choisir, prendre une action en particulier, faire le suivi de ces 10 actions et le suivi de certaines qui sont dans le segment des véhicules, des voitures électriques. Donc voilà ce que je vous propose, hein. On pourrait commencer la semaine prochaine ou celle d'après. Maintenant, demain, il faudrait que je tente de passer les Good Morning Market en direct. J'ai pas eu le temps de le faire, j'ai eu une semaine assez chargée. Je vais essayer de faire en sorte que tout cela soit prêt pour demain. En tout cas, si je n'y arrive pas, ne m'en voulez pas, je vais faire le maximum pour cela. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci pour votre temps. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser des commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.